On m'a invité dans votre ville afin de parler des douleurs chroniques de l'appareil musculo-squelettique ou locomoteur, approche pratique à travers quelques cas cliniques et surtout le point de vue de la médecine physique. La douleur, comme a été définie par l'OMS, une expérience sensorielle émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire, attention, réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Je pense que cette phrase résume un peu tout. La douleur chronique, c'est une douleur qui persiste au-delà de 3 mois. Si vous voulez faire un article, une étude, il faudra quand même que vos patients aient une douleur au-delà de 6 mois. Pas de lésion organique potentiellement dangereuse avec un impact socio-professionnel ou psychosocial variable. La note en ce qui concerne notre soirée, on va parler de la procédure diagnostique et d'élimination en incitant sur l'interrogatoire surtout, l'examen clinique, les traitements médicaux de base et de choix et les autres traitements associés. Il faut retenir qu'il ne faut jamais, ça c'est un principe de base de la médecine, léser votre patient à la fois sur le plan physique ou économique, et surtout économique, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas fait pour léser notre patient, que ce soit volontairement ou involontairement. Bon, n'est pas de notre sujet la douleur régionale monoarticulaire pour une cause qui a été négligée ou qui n'a pas été identifiée ou diagnostiquée. Les douleurs cancéreuses, les maladies neurologiques, sclérose en plaques, traumatisme crânien, séquelles d'AVC, maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'il y a un facteur neurologique, organique évident. Les douleurs neuropathiques, séquelles de plexus ou de lésions de plexus brachial ou polyradiclonévrite ou des douleurs post-ostariennes, etc. Terrain psychiatrique avec les troubles bipolaires et les douleurs psychogéniques. Alors, quelques chiffres en passant rapidement. Donc, 35% des adultes au-delà de 45 ans souffrent de douleurs musculo-articulaires aiguës, 50% gardent des douleurs jusqu'à voire à vie, après au moins une sollicitation ou plus d'un médecin ou de soins médicaux. 15 à 20%, ça représente un peu le chiffre pour les praticiens de famille. 40 à 100 billions de dollars de dépenses par an aux USA en raison des soins qui ont été délivrés à cause des douleurs musculo-articulaires chroniques et de manque de productivité. Devant un syndrome douloureux chronique diffus, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment le mode de vie parce qu'on bouge peu, mal ou pas du tout? Est-ce que c'est notre posture qui n'est pas adaptée, aussi bien durant nos activités de la vie quotidienne ou durant notre travail? Est-ce que c'est notre travail qui est trop stressant? Mais schématiquement, on garde un truc basique qui est au final un système de contrôle neural qui reçoit l'information douloureuse, un système actif qui est le muscle surtout, et un système passif qui est le squelette et les ligaments. Bon. L'approche isolée est toujours insuffisante et ça tourne en fait autour de cette boucle. Cas clinique numéro 1, femme de 50 ans qui présente des douleurs, qui est venue me consulter pour une rachialgie chronique avec des douleurs musculo-articulaires diffuses prédominant de la colonne vertébrale, comme je viens de le préciser, caractère mécanique, avec différents bilans biologiques normaux. Les débuts, c'était sans facteur déclenchant en 2000 avec une aggravation suite à une grossesse. IRM cervicale, discopathie C5, C6, protrusion discale mineure, cure chirurgicale suite inchangée. Différents traitements, comme vous le savez, AINES, antidouleur palier 2 sans résultat, TDM lombaire récente, protrusion discale, médiane paramédiane dans les 3 L4, non conflictuelle, indication chirurgicale. Bon, ça se discute, mais finalement, je ne vois pas l'intérêt. Ceci dit, l'examen clinique montre des douleurs musculo-articulaires diffuses, certes, sans cause évidente, retentissement thymique majeur avec un état dépressif flagrant et il n'y a pas d'indication à opérer quoi que ce soit chez cette dame. Cas clinique numéro 2, douleurs diffuses de type fibromyalgique. J'ai une femme jeune. Ces douleurs se localisent essentiellement au niveau des trapèzes, des fesses, au niveau des creux poplités, au niveau des épicondyliens incertes. Je ne l'ai pas écrit, mais ceci dit étant le fait que ce sont des douleurs qui ressemblent à la fibromyalgie avec une radiculalgie L5 gauche paroxystique pour laquelle il m'a été adressé. Contexte de dépression réactionnelle avec enfant phobique, stress post-traumatique, je vous raconterai l'histoire assez brièvement. En 2007, cette femme a subi une agression physique à travers un groupe de personnes xénophobes lorsqu'elle faisait ses études de master à l'étranger. Elle a développé une dépression réactionnelle et une agoraphobie. Par contre, elle n'a commencé à avoir mal que suite à une césarienne qui s'est réalisée dans des conditions extrêmement pénibles et difficiles et stressantes. Ceci dit, le bilan, comme je l'ai souligné et je le répète, ne montre rien de particulier à part une scoliose ampère et un EMG qui montre une souffrance L5 gauche. Les traitements, ce sont des antidépresseurs partant du lidomyl, Prozac, Deroxate qui ont été arrêtés en raison de la grossesse, mais qui n'ont jamais été poursuivis longtemps.
Puis Séroplex, Laroxine, une association très intéressante malheureusement qui n'a pas été aussi suivie. Puis Cymbalta 60, Cymbalta, retenez-le, bon, aux États-Unis on le donne pour la fibromyalgie, mais avec 60 mg quand même, cette femme a été obligée de l'arrêter assez rapidement en raison des effets secondaires, parce qu'il existe la forme 30 mg, à mon avis qu'il faudra toujours commencer avec. Puis le Deroxate, durant 5 mois jusqu'à la date où il est venu me voir, elle était relativement stable sur le plan chimique avec ce produit, mais très douloureuse, avec une insomnie, une dépression qui n'était pas guérie à 100% entre parenthèses. Alors la stratégie proposée, on en discutera à la fin. Troisième cas clinique, ça c'est ce qu'on appelle l'erreur qu'on fait tous ou qu'on a tous fait durant sa carrière, ça c'est obligé. Hein. La lombalgie chronique invalidante chez une femme qui est sous morphine et qui est devenue dépendante en morphine, déclarée en invalidité, ça depuis 3 ans, son facteur déclenche. Douleur progressive à prédominance mécanique, la TD montre une hernie discale D9-D10, paramédiane droite, infiltrée à 2 reprises, avec un soulagement d'environ 70%, uniquement 5 à 7 jours, puis récidive. Là, on peut penser que c'est vraiment l'effet systémique des corticoïdes plutôt que l'effet local. Chirurgie non retenue, malgré l'échec de ce traitement médical, comme vous venez de le voir. Traitement, tout a été mis en route jusqu'aux morphines, kinésithérapie plusieurs reprises en vain, et les examens cliniques que j'ai réalisé le premier, je parle de mon premier examen clinique pour elle, donc il était rapidement expéditif parce que finalement j'estimais qu'il avait vu tellement de personnes compétentes et tellement de services universitaires que j'allais pas peut-être rapporter grand chose et que probablement c'est le contexte chimique qui est le plus majoritaire, mais c'est faux. Lorsqu'on a fait quelques séances de rééducation au bout de 15e et qu'il n'y avait aucune amélioration, la femme est venue dans mon bureau pleurer, donc je l'ai réexaminé cette fois-ci mais de manière correcte et elle m'a rapporté une information très importante. Docteur, c'est que moi j'ai envie de dormir correctement. Ah, pourquoi? Parce que je ne peux pas m'allonger correctement sur mon dos, je ne peux dormir qu'assise. Tension très importante, spasme des 2 psoas qu'on a fait, pour lesquels on a fait une injection sous échoguidage test et il avait un soulagement impressionnant de ces douleurs, rééducation adaptée et guérison définitive. Vous voyez comment des fois une cause de lombalgie ou lombo-dorsalgie cachée peut nous amener en induire en erreur avec surtout des imageries des fois comme on a vu pour le scanner. Et attention, toujours écoutez vos patients, ils vous donnent le diagnostic comme disait Sir Williams. Alors retenez les 7 prochaines diapositives s'il vous plaît. La première, les facteurs de chronicité pour la douleur chronique particulièrement en matière de mal du dos, ce sont des facteurs à la fois personnels, les croyances qui sont ceux du patient ou de la société. Les fausses croyances participent beaucoup à la chronicisation, l'appréhension et la peur et l'évitement, la surmédicalisation et le nomadisme médical. Le travail, c'est l'inadaptation physique, mais surtout l'insatisfaction du patient dans son travail. Et s'il existe un accident, un litige, alors là, les choses se compliquent. Le niveau socio-économique bas et d'éducation et de ressources, oui. Et le talent anxio-dépressif, c'est-à-dire la personne qui a tendance à se sentir toujours malade, entre guillemets. Cette boucle, retenez une seule chose. On peut sortir d'une affaire, même si on a une lésion initiale d'une affaire de douleur, lorsqu'on n'a pas la peur. Si on a la peur, ce qu'on appelle le sentiment de catastrophisme, etc., et l'évitement et la dépression, vous êtes dans une boucle et c'est très important de retenir ce modèle. Ça aide un peu à concevoir mieux les choses. Une équipe en Danemark, danoise, mari et femme, qui s'intéresse aux douleurs musculaires depuis plus de 20 ans, on résume 2 choses. La douleur chronique entraîne une sensibilisation périphérique musculaire et centrale au niveau de la moelle épinière et du cerveau, avec une amplification extracérébraire. Et il existe une prédisposition génétique. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, actuellement, on explique avec la génétique beaucoup de choses. Alors, je vous montre une vidéo, comment ça se passe déjà pour une douleur. Alors, vous avez un stimulus douloureux, ça va passer par le tronc cérébral. Et ce qui va se passer au niveau, il y a bien sûr les amygdales, gyrus singulaire, et il y a cette stimulation chronique qui va partir vers le lobe frontal qui vous dit, voilà, j'ai une douleur, je vais l'expliquer, soit je vais la banaliser, soit effectivement je vais faire toute une affaire. Et bien là, le dysfonctionnement cognitif associé à la douleur chronique participe à la chronisation et à ce qu'on appelle la mémoire de la douleur. Ça se passe beaucoup ici. Retenez-le, s'il vous plaît, on verra tout à l'heure comment ça se passe. Il n'y a pas que la douleur, mais il y a aussi comment on perçoit la douleur. On a démontré qu'une personne qui subit un processus douloureux, une sorte de torture, entre guillemets, la personne qui voit la torture à travers une vidéo et qui est présente à la scène, développe une activation des mêmes régions cérébrales que la personne qui a eu mal. Donc,
ça, c'est très important. L'appréhension de la douleur vous prédispose à avoir une douleur. Entre parenthèses, si on résume les choses comme ça, mais les choses en réalité sont plus compliquées que ça. Là, je vous montre un peu une terminaison nerveuse. Croyez-moi, si vous voulez bloquer tous ces récepteurs pour empêcher la douleur, c'est parti pour des siècles sans pouvoir faire tout. Là, vous voyez les récepteurs de la sérotonine pour les antidépresseurs, les opioïdes, le tumor necrosis factor, les bradykinin, etc. On ne peut pas bloquer tout. Et finalement, ça vous montre la complexité de la chose et que ce n'est pas que les médicaments ou qu'un seul médicament qui va régler le problème. Je pense que c'est une mesure ou des mesures plutôt globales. Alors, il n'y a pas que les substances chimiques dont on parlait particulièrement au niveau des synapses inhibitrices comme les GABA. Il y a aussi les cellules de soutien au niveau cérébral, ce qu'on appelle les cellules microgliales, qui participent aussi à la sensibilisation à la fois centrale et à la centrale au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau. Donc, retenez de ce schéma compliqué une seule chose, qu'il existe une synapse excitatrice qui agit à travers des substances, particulièrement le glutamate, et une synapse inhibitrice au niveau de neurones qui va transmettre la douleur, qui agit à travers des récepteurs GABAergiques. Alors, GABA, vous allez voir qu'on utilise des fois des médicaments GABAergiques. Alors, la douleur inhibition motrice. Nous, en tant que rééducateur, c'est quelque chose qui est très important. Quand on a mal, le cerveau participe à inhiber en quelque sorte la motricité et on rentre des fois dans un cercle vicieux. Je vais vous montrer une vidéo où je vous pose la question. Alors c'est une fille à qui j'ai demandé de marcher sur les talons. Hop, hop. Elle n'arrive pas, elle a du mal. Elle n'a aucune douleur en réalité. Elle est venue me voir parce qu'elle se sentait pas très bien tout simplement, et ce n'est rien d'autre qu'une femme qui a une dépression majeure et cloîtrée à la maison depuis plusieurs mois avec un traitement antidépresseur qui n'a pas vraiment fait beaucoup d'effet. Elle était venue me voir soi-disant pour des céphalées. Alors vous voyez, qu'est-ce que le cerveau fait entre autres? Une dame que j'ai montré d'ailleurs sur une vidéo sur mon site qui a une gonarthrose du genou très évoluée, très douloureuse, et vous voyez qu'elle a du mal à réaliser des mouvements très simples. Alors pour l'instant, elle n'a pas mal, parce que son cerveau garde un schéma quand même perturbé. Oula. Alors, tout patient douloureux chronique présente, presque tous, j'exagère, des troubles cognitifs ou des déficits cognitifs, particulièrement sur le plan amnésique. Ils viendront vous voir, ils ne sont pas très concentrés, quand vous expliquez, ils ne comprennent rien du tout, il ne faut pas trop expliquer d'ailleurs dès la première séance, il faut vraiment rassurer le patient, et vous allez voir qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Les premiers rendez-vous, les premières consultations, surtout si vous faites de la thérapie comportemental-cognitive. Donc il faudra prendre votre temps. Effectivement, une douleur chronique perturbe les fonctions cognitives, particulièrement amnésiques. C'est certain, donc toute douleur chronique entraîne une sensibilisation du système nerveux central et périphérique et du système nerveux autonome, j'en ai pas parlé, mais retenez-le, ainsi qu'un dysfonctionnement cognitif. Si vous avez retenu ça, vous avez retenu beaucoup de choses. La première étape sur le plan pratique, c'est de préciser le terrain. Donc, avec quel patient vous êtes en train de régler le problème, c'est le problème de santé de douleur musculaire chronique. Est-ce que c'est vraiment une TMS, un trouble musculo-squelettique qui est professionnels, donc dans ce cas des mesures ergonomiques seront plus efficaces que le reste. Est-ce que ce sont des douleurs sur un dysfonctionnement précis ou une lésion organique non identifiée? C'est le cas de notre troisième patiente qui avait un spasme du psoas passé inaperçu. Est-ce que c'est une douleur sur un type de personnalité bien défini, dépressif, anxieux, etc., parano, tout ce que vous voulez? Si vous avez un parano, c'est pas facile. Personnellement, quand j'ai un patient parano, je trouve que c'est la maladie la plus compliquée du monde à traiter, et surtout quand ils ont mal. Alors, bon, c'était entre parenthèses. Les syndromes douloureux régionaux avec leur caractéristique. Est-ce qu'il s'agit aussi d'un patient qui a subi un whiplash, un coup de fouet au niveau de son cou? Ça, vous savez, ces patients qui ont subi des accidents avec des coups de fouet, avec des céphalées type migraineuse, avec des douleurs cervicales, avec des vertiges, et des tableaux quand même difficiles à préciser, qui sont dus surtout à un dysfonctionnement du système neurovégétatif et du système aussi cérébral de la douleur, la sensibilisation dont on parlait tout à l'heure, les trapézalgies posturales chez pas mal de secrétaires, le syndrome du périforme aussi, syndrome de l'angulaire, le fameux syndrome de l'angulaire, qui équivaut pour certains à une névralgie ou l'équivalent de névralgie C3, C4, et puis le syndrome algodysfonctionnel mandibulaire. Bon, on peut parler de beaucoup de syndromes douloureux originaires qui ont leurs caractéristiques et qui ont leur traitement et qui ne font pas partie, bien sûr, de cette présentation. Les règles constantes ou la règle constante à retenir, il faut chercher le bénéfice secondaire, surtout lorsque vous avez un patient qui est dans le contexte d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Alors,
faut pas être très soupçonneux, mais si vous êtes sûr qu'il s'agit d'un bénéfice secondaire, il faut arrêter la prise en charge en disant la formule suivante. Moi je le fais personnellement en libéral, mais peut-être dans une pratique un peu hospitalière je le ferai pas, c'est je ne peux pas vous prendre en charge, cela est en dehors de mes compétences, même si c'est pas vrai des fois, mais parce que vous n'aurez jamais une vision plus objective, une évaluation très objective du résultat de votre traitement. Deuxième étape, la clinique. L'interrogatoire, c'est 80% du diagnostic, croyez-moi, même si vous êtes des fois obligé de faire cet interrogatoire en 2 à 3 fois. Il faut prendre votre temps avec le patient. Examinez en fonction de la sphère qui souffre. Si c'est le dos, c'est le dos. Si c'est le cou, c'est le cou. Si c'est le genou, c'est le genou. Si c'est les cuisses, c'est les cuisses. Bon, quelques particularités dans votre examen clinique. La posture, l'extensibilité, la flexibilité. La respiration, c'est très important. Les patients douloureux chroniques respirent très mal, et ça, je vous l'assure. Les capacités de résistance des muscles définis, la palpation des ganglions du système nerveux-végétatif au niveau cervicaux et abdominaux, ça, on est capable de le faire pour certains patients. Et puis finalement, les capacités cognitives et la flexibilité mentale. Est-ce que votre patient, particulièrement dans notre culture marocaine, est capable de comprendre tout ce que vous allez lui dire, ou au moins une partie de ce que vous allez lui dire, et puis l'état des lieux sur le contexte, à propos du contexte socio-psycho-environnemental. Bon, je vais passer assez rapidement, vous êtes tous des médecins qui savent examiner votre patient. Là, je montre la coordination oculocéphalogie pour une patiente qui a une cervicale, la sensibilité des ganglions spinaux, particulièrement le ganglion stellaire, puis ici la palpation du plexus solaire et puis du ganglion lombaire, l'évaluation de la respiration en faisant une sorte de ce qu'on appelle un pompage respiratoire bas et en voyant comment le patient résiste effectivement à l'apnée ou il ne résiste pas à l'apnée. Et puis finalement, on va pas tout détailler. Là, pour les patients qui ont des cervicalgies chroniques ou des syndromes algodysfonctionnels mandibulaires ou des rachalgies chroniques hautes, alors je fais un test simple pour effectivement voir si ma rééducation oculocéphalogique ou ma désensibilisation oculaire, on va voir tout à l'heure, serait bénéfique. Et là, par exemple, ce que j'appelle l'impersistance oculomotrice, votre patient est incapable de vraiment tenir ou d'accommoder d'une manière durable. Il y a aussi des patients, je ne l'ai pas montré ici, qui ont aussi des difficultés de poursuite oculaire ou de dissociation oculocéphalique. Encore une fois, je vous demande de bien retenir le contenu des 4 diapositives à venir. Alors la troisième étape, les examens complémentaires. Il ne faut pas trop faire d'examens complémentaires qui ne servent à rien, sinon des fois à faire peur à votre patient en révélant des petites anomalies de rien du tout et qui ne sont pas à l'origine des douleurs, comme des protrusions discales et sémineures, des petites hernies sous-ligamentaires, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses banales. Donc 40 à 70% de la population, à partir d'un certain âge-là, ont ces anomalies radiologiques sans souffrir de quoi que ce soit. Le bilan biologique doit être restreint au minimum. Rechercher une inflammation, certes. Un bilan thyroïdien de base, c'est très important. Les hypothyroïdies peuvent se manifester par des douleurs de ce type. Une radiographie de base aussi. Si votre patient a eu une TDM IRM, pas vous, par d'autres personnes, désensibiliser le patient de la lecture des comptes rendus, ou des fois le compte rendu radiologique rapporte des événements, ou plutôt des anomalies, mais qui ne sont pas forcément la source de douleur, ou le patient peut être obsédé par ce qui est mentionné dans un compte rendu de radiologie longtemps, en incriminant des choses qui ne sont pas vraiment source de douleur. Quatrième étape, rassurer et expliquer, très important. On démontre très simple avec des histoires, et enfin optimistes bien sûr, et des exemples. Expliquer les bases de votre projet, c'est très important, et les médicaments, parce que lorsque vous allez prescrire un antidépresseur à visée antalgique, antidouleur, le patient peut-être ne va pas le prendre en lisant le prospectus en disant qu'il me prend pour un fou. Alors il faut lui expliquer ça, exiger l'adhérence, sinon c'est pas la peine, l'adhérence à votre traitement médical et votre traitement probablement rééducatif aussi. L'activité physique, là c'est l'intérêt de ce qu'on appelle high dose exercise medical therapy, c'est une notion un petit peu qui est rapportée par un certain nombre d'auteurs, c'est-à-dire l'exercice physique intense peut avoir un effet antalgique et augmente la résistance à la douleur. On a remarqué chez les douleurs chroniques, particulièrement les lombalgiques et particulièrement les femmes, une diminution de la consommation maximale d'oxygène, ce qu'on appelle la VO2 max. Alors, la thérapie comportementale-cognitive, c'est très important. C'est très important. Si vous avez un psychiatre à côté, sollicitez-le. Et puis, cas par cas, il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas une recette qui fait passe-partout. L'éducation thérapeutique, il faut peser les mots en fonction de la culture, des croyances et être honnête sur le plan scientifique, surtout lorsqu'on fait de l'exercice libéral. Les médicaments, je vais m'attarder un petit peu sur les tricycliques. Je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix, la méptitréline et la clomipramine, donc connus sous le nom de Laroxyl et anafranil.
Commencez par des faibles doses pour que votre patient adhère, pour qu'il n'ait pas les effets indésirables, il l'arrête par lui-même sans vous consulter, et par étapes progressives. On peut associer un IRS, oui, si le profil anxio-dépressif est évident, et l'IRS plutôt, vous avez le choix entre la duloxétine, paroxytine, fluoxétine et la flavoxine. La flavoxine, c'est quand même un antidépresseur qui est l'effexor relativement intéressant quand on a un dysfonctionnement du système neurovégétatif. Il est très prescrit dans les dysautonomies neurovégétatives. Mais vous avez le choix, bien sûr. Il faudra vraiment discuter aussi avec votre psychiatre qui est dans le coin, s'il y en a un, comment adopter la meilleure stratégie et le meilleur dosage. L-thyroxine, oui. Pour certains psychiatres, les hormones thyroïdiennes potentialisent l'action des antidépresseurs, mais ils ont aussi une action sur la désensibilisation périphérique, puisque l'équipe danoise dont on parlait tout à l'heure avait montré qu'il y a une résistance musculaire aux hormones thyroïdiennes. C'est comme un peu la résistance à l'insuline chez les diabétiques de type 2. Les antiépileptiques, oui. Je suis pour le clonazepam, le rivotril, rapport qualité-prix excellent, prégabaline, gabapentin, c'est donc la Lyrica et le Norentin. On peut associer ces médicaments. Il y a aussi le carbamazépine et valproate de sodium qui ont une action, eux aussi, thymorégulatrice. Les psychiatres le connaissent très bien. Les anxiolytiques, bon, oui, lorsqu'il s'agit de pics d'angoisse, mais il ne faut pas trop en abuser. Activité physique d'endurance, surtout en passant par le fractionné, c'est d'inciter votre patient à faire une activité physique d'une manière progressive et en fonction de ce qui lui fait mal. La concentration et la respiration, c'est très important. Nous, en rééducation, pour ces patients-là, on insiste beaucoup. Au choix, alors, le patient va vous dire, mais quel sport? Vous dites, vous pouvez faire le sport que vous voulez à une seule raison, respecter certaines règles, et surtout, faire le sport que vous aimez, que vous voulez faire. Rien n'est contre-indiqué. L'activité qui passionne le patient, oui. Et s'il n'y a aucune, c'est la marche. 30 à 45 minutes par jour, 3 fois par semaine. Là, c'est une étude qui montre, bien sûr, la diminution de la consommation d'oxygène chez les patients lombalgiques chroniques, surtout les femmes. Bon, je passe assez rapidement les types d'orientement. Nous, on se base sur la classification énergétique, Là, je vous donne un exemple d'un travail contenu, l'échauffement, 15 à 20 minutes, 60 à 80% de la VO2 max, c'est comment on fait un peu la réadaptation cardiaque, c'est des notions un peu compliquées, mais très simples en réalité, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'activité physique à choix, j'en ai déjà parlé, donc pour les patients qui ont quand même un haut risque, ça veut dire un haut risque cardiaque, attention, il faut vraiment faire très attention à ce niveau-là. Solliciter peut-être un médecin rééducateur qui a donc de l'expérience de réadaptation cardiaque ou le cardiologue du patient. Alors pour la course à pied, beaucoup de gens vous disent oui, je fais de la course à pied, mais je cours au-delà de 1 heure par jour parce que je suis très passionné par le marathon. Donc pour les gens qui ont une atteinte discale L5-S1, un affaissement discal ou une lombalgie discogénique basse, il faut courir un peu moins. Donc, au-delà de 1 heure, on a remarqué quand même pour cette étude-là des anomalies au niveau de signal IRM de ce disque, tout simplement une déshydratation assez importante qui peut être source de douleur. Je dis qui peut être source de douleur. En ce qui concerne les traitements physiques alternatifs, vous allez voir des gens qui vont parler de tai chi, qigong, yoga, oui. On a beaucoup de patients qui s'améliorent avec ce type de traitement. Thérapie comportementale et cognitive, un psychiatre, s'il est à côté ou s'il travaille avec vous dans un centre antidouleur, dans un centre de rééducation ou vraiment dans la ville, moi je pense que sa participation est indispensable. Faut-il improviser quand on est psychiatre? Je pense qu'en médecine, il faut toujours garder le bon sens. Les bases de conception, c'est le body mind syndrome, ça c'est une autre notion apportée par les Américains et c'est l'équivalent de la fibromyalgie. Donc les autres moyens, c'est le Freedom Emotional Therapy, ça vous allez voir dans l'internet. Le brain spotting, c'est une technique de rééducation oculaire. L'eye movement desensitization and reprocessing par Francis Shapiro, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle une rééducation oculomotrice associée à une rééducation cervicale quand il s'agit de douleurs chroniques ou quand il s'agit de douleurs chez un patient qui a aussi un retentissement thymique important. Le yoga, qigong, tai chi, shiatsu, tout sport qui insiste sur la respiration. L'hypnothérapie, oui. L'hypnothérapie, oui, dans certains cas très difficiles. Récemment, j'ai vu une patiente qui souffre de douleurs insupportables, des type fibromyalgique, mais vraiment foudroyantes, qui a été opérée plusieurs fois pour X raisons, et au final,
Rien ne marchait, ni comme antidépresseur, ni comme antalgique, ni quoi que ce soit. Je lui ai proposé l'hypnothérapie parce qu'au final, ça peut rendre service à ce type de patient. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Une douleur musculo-articulaire chronique, il faut toujours rechercher une cause organique et surtout dysfonctionnelle liée à la posture ou à la nature du travail. La douleur musculo-articulaire chronique, et il n'y a pas que la douleur musculo-articulaire chronique, je peux vous assurer que n'importe quelle douleur chronique, même viscérale, est une affaire de sensibilisation neurologique à la fois périphérique et centrale et du système neuro-végétatif. Ne pas négliger la dimension bio-psychosociale. Le traitement doit être global, médicamenteux, certes pour une grande partie, physique, oui, et psychologique, oui. Pas de place pour les anti-inflammatoires au long cours ni aux morphiniques. J'en ai vu des patients qui sont sous AINES depuis 3 mois contenus, donc ça sert absolument à rien. On peut traiter une inflammation comme n'importe qui, chez n'importe qui, on a la preuve d'une inflammation locale, mais sinon, pas d'anti-inflammatoire pour ces patients. Je vous remercie